Les interactions entre les types sont les éléments les plus importants dans Pokémon. Dès le début, on comprend facilement le triangle des 3 starters avec le type plante, feu et eau. À ce jour, nous comptons 18 types depuis la 6ème génération et de nombreux changements ont été faits au fil des jeux. Certains types se sont améliorés, d'autres se sont empirés et certains ont totalement pété le système des combats. Du tableau des types de la première génération jusqu'à la 6ème génération, essayons de comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui. Revenons à la première génération. À l'époque, il n'existait que 15 types. Le type ténèbres et acier n'existait pas, et encore moins le type fée. C'est certainement le tableau de type le plus déséquilibré. Le type Psy était sans aucun doute le type le plus puissant de cette génération. Deux résistances, le type combat et le type Psy lui-même. Une seule faiblesse, le type insecte. Le problème pour contrer le type Psy, c'est qu'il n'existait que 4 attaques de type insecte, dont 3 offensives. Enfin, offensive est un grand mot. Darnuée, double dard et vampirisme faisaient très peu de dégâts. Autant dire que ton Dardadian n'allait pas mettre KO ton Alakazam ou notre Coco. Bizarrement, le type Spectre aurait dû être super efficace sur le type Psy. Mais à cause d'un bug, il deviendra inefficace sur le Psy. Ouais, un bug apparemment. En parlant de bug, si une attaque était super efficace contre un type mais pas contre un autre, dans le cas d'un Pokémon à double type, le jeu affichait parfois un message comme ce n'est pas très efficace, alors que le total des dégâts était neutre, ce qui embrouillait les joueurs. Ce tableau était unique car les Pokémon insectes et poison étaient super efficaces l'un contre l'autre. Plus surprenant, la glace était neutre contre le feu. Je ne sais pas pourquoi c'était efficace. Même si on savait que le type glace était le pire type, c'était moins le cas des attaques de type glace. Les joueurs spammaient l'attaque bizarre qui avait 90% de précision et 10% de gelée. Un Pokémon gelé ne pouvait plus rien faire, sauf s'il recevait une attaque de type feu. Dans cette génération, on comptait 165 attaques, dont 78 attaques de type normal, ce qui représentait 47% dans la totalité. À l'époque, le type normal était l'un des meilleurs types en stratégie, avec l'attaque plaquage pour paralyser l'adversaire, et Ultra Laser qui infligeait énormément de dégâts nécessitant un tour de repos après avoir lancé la capacité. Si Ultra Laser échouait, brisait un clone ou mettait KO la cible, le Pokémon ne subira pas de tour de repos. Si les attaques de type normal représentaient la majorité, c'était moins le cas pour les attaques de type dragon. Il n'y avait qu'une seule attaque de type dragon, qui était Dracorage, permettant de retirer 40 PV à chaque tour. Notre Dracolos ne représentait pas une menace à l'époque. Globalement, le tableau des types de la première génération présentait de nombreuses différences mineures et un problème majeur, les types Psy. Cependant, la majorité des interactions entre les types décidées pour ces jeux sont restées les mêmes jusqu'à la dernière génération. La deuxième génération a introduit de nombreux changements, principalement 2 nouveaux types, ténèbres et acier. Le type ténèbres a été intégré pour équilibrer le type Psy, ce qu'il a très bien réussi grâce à son immunité et en a fait l'un des types les plus performants de la génération. De plus, le fait d'avoir seulement 2 faiblesses a facilité le choix pour la plupart des équipes. Avoir un Tyrannosif était indispensable. Mais je pense que le type acier se démarque davantage. Tandis que le type ténèbres était essentiel pour contrer la menace des types Psy, les types acier sont finalement devenus l'un des types les plus utilisés dans le jeu, principalement en raison de son nombre incroyable de résistances sur les 17 types. 11 résistances, sans parler de son immunité au poison. C'est incroyable comparé au type feu, qui a le deuxième plus grand nombre de résistances, avec seulement 5 résistances. La faiblesse de l'acier face au type feu, combat et sol ne lui a laissé que 2 interactions neutres. Après, le type acier n'a pas renversé le jeu à son introduction. Il était super efficace que contre le type glace et roche, qui avaient tous deux de nombreuses faiblesses. C'est un type défensif, et son rôle défensif était indispensable jusqu'aux générations suivantes. Il aura fallu quelques générations pour vraiment se constituer une liste de Pokémon menaçants. Ces 2 introductions étaient nécessaires pour équilibrer le jeu. Ils sont restés 2 des types les plus importants à ce jour. Cette version du tableau des types est restée pour les générations suivantes, et nous n'avons pas constaté de changement majeur avant la 6ème génération. Pourtant, les générations suivantes ont introduit diverses fonctionnalités qui ont influencé la façon dont les joueurs percevaient leur type. L'impact indirect de la 3ème génération va totalement changer les combats. Ce sont les talents. 77 talents ont été ajoutés au total. Chaque espèce de Pokémon en possède une. Certains ont été pensés en dehors des combats, comme par exemple ramassage. D'autres pèsent un handicap, mais beaucoup d'entre elles affectaient directement les interactions entre les types. Certains talents ont créé des immunités, comme par exemple paratonnerre, absorbe eau, lévitation, ou dans le cas de Munja, garde mystique, le rendant immunisé contre tout, sauf contre une attaque super efficace. D'autres ont reçu de nouvelles résistances, comme Isogresse qui donnait aux Pokémon une résistance à la glace et au feu. Il y a des talents qui profitent des climats, comme glissade ou chlorophylle qui double la vitesse sous la pluie ou le soleil, voile sable qui augmente l'esquive sous la tempête de sable. Des talents qui s'activent s'il subit une capacité directe, comme point poison ou sport qui inflige des statuts. Combinés aux natures, ces nouveautés ont donné une toute nouvelle dimension à la stratégie Pokémon. L'arrivée de la 4ème génération sur le tableau des types était sans aucun doute encore moins notable que celle de la 3ème génération. Par contre, l'introduction de la distinction des capacités physiques et spéciales a eu un impact significatif sur de nombreux Pokémon. Avant la 4G, toutes les capacités des Pokémon étaient classées comme physiques ou spéciales selon leur type. De nombreux Pokémon étaient désavantagés dans les jeux précédents car leurs statistiques ne correspondaient pas vraiment à leur type. Mais ces Pokémon ont eu enfin l'occasion d'utiliser toute leur puissance. C'était particulièrement important pour
pour un type en particulier, le type dragon. Beaucoup de Pokémon de type dragon des générations précédentes ne pouvaient pas exploiter le potentiel de leur puissance d'attaque, car avant la 4G, les capacités étaient basées sur l'attaque spéciale. Mais avec ce changement, les dragons ont commencé à dominer les compétitions encore plus qu'avant, avec qu'une seule résistance, l'acier. En stratégie, Carcacroc était tout simplement le Pokémon dragon le plus puissant du jeu. Rien de nouveau n'a été intégré au tableau des types pour la 5e génération, qui reste la dernière à adopter la version issue de la 2e génération. Les types dragons étaient à leur apogée. Il y avait une multitude de Pokémon dragons puissants, mais très peu d'adversaires pour rivaliser. Les types acier étaient désormais considérés comme parmi les meilleurs types des générations récentes, simplement parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir résister aux dragons. Comme nouveauté, il y a eu les talents cachés. De nombreux Pokémon possèdent un talent caché en plus de leur talent naturel. Ce sont des talents plus rares qui ne s'obtiennent que par un moyen spécifique, ce qui va une nouvelle fois modifier l'utilisation des Pokémon sur la scène compétitive. Pour contrer à la puissance des types dragons, la 6e génération a finalement créé le type fée, qui est le nouveau type de la franchise. Le rôle principal du type fée a été d'arrêter complètement les dragons grâce à son immunité, mais il a également contribué à mettre un terme aux menaces du type combat et ténèbres. Il s'est vite imposé comme un des meilleurs types du jeu, à la fois défensivement mais également offensivement. Mais la plus grande force du type fée réside en fait dans ses faiblesses, le type acier et poison. Jusqu'à présent, ces deux types remplissaient principalement des rôles défensifs. La plupart des équipes ne prenaient même pas la peine d'utiliser une capacité de type poison ou acier sur leurs Pokémon. Le type poison n'était efficace que contre les types plantes entre la 2e génération et la 5e génération, qui était l'un des types les plus faibles offensivement. Du côté du type acier, il était très utilisé dans les combats grâce à la résistance au type dragon, qui était très demandée à l'époque. Et en plus, celle-ci pouvait aussi gêner les types fées qui allaient arriver dans cette génération. Cependant, pour éviter que ce type devienne surpuissant, Game Freak a décidé de faire des modifications. Le type acier ne résiste plus aux capacités de type ténèbres et spectre. Ce changement était indispensable pour équilibrer le jeu. Même si l'acier restait l'un des meilleurs types du jeu, il n'était pas surpuissant au point de ne pas pouvoir être géré. L'introduction du type fée a eu le plus grand impact sur le tableau des types à ce jour, car elle a mis fin à l'ère du spam des Pokémon dragons. Elle a également vu l'émergence d'un nouveau type dominant dans la stratégie et a même rendu certains autres types plus importants qu'auparavant. La 6e génération a été la dernière à modifier le tableau des types. En plus de l'introduction du type fée, une nouvelle fonctionnalité apparaîtra, la méga évolution. La méga évolution est un stade supérieur à l'évolution. Elle permettait à un Pokémon de devenir un méga Pokémon. Il existait 48 méga évolutions pour 46 Pokémon capables de méga évoluer. Des Pokémon surpuissants avec des stats complètement abusés. Autant dire que ce nouveau mécanisme a bousculé les combats. Après cela, plus aucun nouveau type n'a été introduit. Mais les générations suivantes ont continué à jouer avec les types par d'autres moyens. La génération 7 a ajouté les cristaux Z, des objets qui permettent à un Pokémon de lancer une attaque surpuissante d'un certain type, une seule fois par combat. Cela n'a pas changé les interactions de type, mais a modifié la stratégie. La 8e génération a introduit le Dynamax. Pendant 3 tours, un Pokémon devenait gigantesque et ses attaques prenaient la forme de capacité max. Ces attaques, selon leur type, avaient des effets secondaires. Changer le climat, booster les stats. Le choix des attaques à utiliser pendant le Dynamax devenait crucial. Même si le Dynamax ne changeait pas directement les interactions de type, il modifiait la manière de les exploiter. La 2G a poussé cette idée encore plus loin avec la Terra Cristallisation. Elle permettait à un Pokémon de changer de type pour le reste du combat. Cela peut servir à renforcer ses attaques stabées ou à changer complètement de type pour mieux contrer l'adversaire. Un exemple, Flamigator utilise souvent un type Terra Crystal qui n'a rien à voir avec ses types d'origine. La stratégie devient alors très complexe, car il faut deviner non seulement qui va Terra cristalliser, mais en quoi. Ce genre de mécanique ne modifie pas le tableau des types lui-même, mais change radicalement la manière de jouer autour. Peut-être qu'un jour, des Pokémon auront un 3e type ou qu'un nouveau type apparaîtra. Qu'est-ce qui vous ferait kiffer? Dites-le moi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, on devra patienter pour voir ce que Game Freak nous réservera.